Alors, bonjour, bon après-midi. Je vais vous parler de la situation montréalaise à Québec, plus particulièrement du développement du logement social et communautaire en tant que réponse suffisante pour loger les classes populaires. Alors, c'est une question que je pose. Au niveau du plan de la présentation, d'abord, je vais faire un portrait de la situation montréalaise. Dans un deuxième temps, je vais aborder la question du logement social et communautaire. Qu'est-ce qu'on entend chez nous par ce vocable-là? Ensuite, je vais faire un bref historique du logement social et communautaire, donc des programmes de développement au cours des 40-50 dernières années. Ensuite, je vais présenter des principales critiques qui sont adressées au programme Accès-Logis, qui est le programme qui permet le développement de logements social et communautaire actuellement. Je vais aborder rapidement le partage des responsabilités gouvernementales entre ce qui est le provincial, le fédéral, également un petit clin d'œil au niveau municipal, avec, pour terminer, un bilan critique et une conclusion. Donc, je voulais, juste pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, présenter de façon localisée, géolocalisée la situation. Donc, le Québec est une province, elle est présentée en rouge sur la carte, elle fait partie du grand pays qui est le Canada. On a des particularités culturelles qui sont très, très différentes au niveau de la langue, au niveau du système juridique également, qui est différent de l'ensemble du pays. Et il y a des responsabilités gouvernementales qui sont différentes également. La province a la responsabilité, la compétence au niveau de l'éducation et de la santé. Pour ce qui est du logement, on va le voir plus tard, c'est partagé. Sur la carte de droite, ce qu'on voit, c'est la province. Ce qui porte souvent en confusion, c'est que la province s'appelle le Québec. Il y a également une ville qui est la capitale qui s'appelle Québec. Alors, on parle du Québec et de Québec. Du Québec étant la province, de Québec, la ville. Et moi, je vous parle de Montréal, qui est une métropole, donc la ville la plus peuplée de l'ensemble de la province, là, qui est située au nord, juste à côté d'Ottawa, qui est la capitale fédérale. Alors, tout d'abord, ce qui est important de décrire, de définir, c'est que Montréal, c'est une ville de locataires qui est au milieu d'un océan de propriétaires. Montréal, c'est la ville la plus populeuse en termes de locataires pour la province. Elle compte 63 % de la population comme locataire. On compte environ également 37 % de la population locataire qui consacre au moins 30 % de leurs revenus pour se loger. Au Québec et au Canada, on utilise le seuil du 30 % comme étant le seul maximum que les gens devraient consacrer à leurs revenus, pour se loger. Il y a des aides financières qui sont disponibles. Elles sont très peu présentes, très peu importantes également. Donc, la seule aide financière qui est disponible s'appelle l'allocation logement. C'est un maximum de 80 $ par mois qui est versé. Donc, ça fait environ 630 € par année. C'est un maximum. Donc, ça varie vraiment de 0 à 80 $ par mois. Les critères pour se qualifier sont excessivement également serrés. Donc, finalement, il y a très peu de gens qui se qualifient. Le coût moyen d'un logement dans le parc locatif privé pour 2 chambres à coucher, c'est de 824 $ par mois, ce qui correspond à 543 €. Ça, c'est pour vraiment la ville de Montréal. Si on compare ça à Paris, c'est facilement le triple. Donc, on accueille chez nous de plus en plus de Français et de Parisiens qui viennent vivre une expérience avec un coût de la vie qui est beaucoup plus faible. Au niveau du parc de logement locatif, donc on parle d'environ 92,4 % du parc de logement locatif qui est privé, ce qui est très, très élevé, ce qui laisse très peu de place au parc de logement locatif social et communautaire. Ensuite, ce que je voulais mentionner, c'est que l'obtention d'un logement social comporte des critères d'admissibilité qui sont quand même serrés et des listes d'attente qui sont très importantes. On parle facilement d'une dizaine d'années. Et finalement, lorsqu'on parle de logement communautaire, je vais y revenir tout de suite après, faire la distinction entre social et communautaire. Donc, chez nous, le logement communautaire comporte des critères de sélection et aucune garantie d'admission, contrairement au logement social. Alors, qu'est-ce que le logement social et communautaire? Donc, le logement social et communautaire, ce sont des logements qui appartiennent à l'ensemble de la collectivité, qu'ils soient étatiques ou non. Ils sont subventionnés par l'État et la subvention se fait en 2 temps. Elle se fait à la pierre, donc au niveau de la construction, de la rénovation,
et également à l'individu, à la personne. Donc, il y a un pourcentage des gens qui habitent dans les projets de logement social et communautaire qui reçoivent également une aide financière pour financer leur logement. Cette aide-là, elle est quand même assez importante. Elle correspond à... il y a un calcul qui se fait. En fait, on demande aux gens de payer l'équivalent de 25 % de leurs revenus en logement, peu importe la typologie du logement. Donc, la subvention de l'État, lorsqu'elle couvre également l'individu, correspond à 75 % du coût du loyer. Le logement social et communautaire est présenté comme un investissement collectif pour améliorer la qualité de vie des locataires. Dans tous les cas, c'est toujours sans but lucratif. Je le mentionnais, il y a environ 7,6 % du parc de logements locatifs qui est composé de logements sociaux et communautaires dans la région, donc dans la ville de Montréal. On a également chez nous ce qu'on appelle les HLM, les habitations à loyer modique, qui sont différentes de celles de France. Ensuite, il y a également des coopératives d'habitation. Donc, en majorité, on retrouve des HLM, coopératives d'habitation d'environ 23,5 % des cas. Il y a également des organismes à but non lucratif, ce qu'on appelle les OSBL ou OBNL, organismes à but non lucratif d'habitation. Ces organismes-là desservent ce qu'on appelle des populations cibles vulnérables, des clientèles particulières. On pense par exemple à des gens qui ont des problèmes de santé mentale, à des jeunes mères, à des gens qui ont des problèmes de surdité, etc. Et également des logements publics non HLM qui sont une forme de logement parapublic, donc qui appartiennent à des organismes parapublics et ils forment environ 10 % des logements sociaux et communautaires. Je l'ai présenté sous forme de graphique. Donc, dans la grande famille des logements sociaux et communautaires, on distingue le logement social qui est géré par l'État. Et dans cette catégorie-là, on retrouve les HLM, qui sont donc les habitations à loyer modique, qui sont gérées par les offices municipaux d'habitation. Donc, dans chaque territoire, il y a un office municipal d'habitation. À Montréal, il y en a un. C'est l'Office municipal d'habitation de Montréal. Et dans la famille du logement communautaire, on entend des logements qui sont gérés par la collectivité. Alors, ça inclut les coopératives d'habitation où il y a une autogestion des locataires. C'est vraiment une autogestion complète. Et il y a également les organismes sans but lucratif. J'expliquais sous quelle forme est-ce qu'ils existent. À ce moment-là, la gestion elle est donnée à l'externe à un organisme sans but lucratif qui vient faire la gestion du bâtiment. Donc, au niveau de l'historique du logement social, en fait, le logement social et communautaire est arrivé chez nous un petit peu tard. En fait, ça s'explique par le fait que jusqu'en 1950, on considérait que les interventions du logement dans les interventions du gouvernement dans le secteur de l'habitation n'étaient pas nécessaires. En fait, elles étaient vraiment minimales parce que le logement était considéré être du ressort du secteur privé. Il y a une commission importante qui a pris vie en 1952, dans laquelle le logement était décrit comme le problème de la société et de ceux qui la composent, au même titre que d'autres besoins que le fait de manger ou encore de se vêtir. Donc, il y avait vraiment un désengagement et une non-responsabilité totale du gouvernement à l'époque, que ce soit fédéral ou provincial. Devant le refus généralisé d'intervention du gouvernement, il y a eu une crise du logement qui a pris forme en 1954, qui a été animée par les pressions de groupes populaires, surtout par rapport à l'élimination de taudis. Il y a eu par la suite, donc toujours au courant des années 50, suite à la crise du logement et aux pressions populaires, le lancement d'un plan qui s'appelle le plan d'Ozois, qui visait, à l'aide de plusieurs financements, donc tant municipal que fédéral, la démolition de plusieurs immeubles, des taudis, donc des immeubles avec des problèmes de salubrité et la construction de HLM. Tout ça donnait lieu en 1957 à la création de l'Office municipal de l'habitation salubre et en 1959 à la création des premières unités d'habitation en HLM qui sont vraiment situées au centre-ville de Montréal, qui ont été, qui ont constitué le premier parc de logement public à Montréal, mais également pour l'ensemble de la province.
Malgré la création du plan d'Auzois, il y a encore en 1960 plus du tiers des logements qui sont classés inhabitables à Montréal. Donc, la crise perdure. Il y a un comité d'études qui a été mis sur pied en 1962 et qui a reconnu pour la première fois l'existence d'un grave problème de logement. Et ce problème-là était relié au peu d'intérêt porté envers la rénovation urbaine, l'élimination des taudis et de la construction pour les ménages les moins nantis. Donc, on inclut également la propriété privée, les ménages propriétaires. Dans la suite des choses, cela a donné lieu en 1967 à la fondation de la Société d'habitation du Québec, qui est un organisme gouvernemental provincial qui s'est vu donner le mandat de favoriser la rénovation du territoire pour l'ensemble de la province, de faciliter l'accès à la propriété immobilière et de mettre à la disposition de la population des logements à loyer modique. À ses débuts, donc, on comprendra que le programme de HLM avait pour objectif d'aider les personnes à faible revenu de se loger, mais avait particulièrement l'objectif de reloger les ménages qui se voyaient délogés par les programmes de rénovation urbaine nombreux à l'époque. Ces programmes-là visaient les taudis, donc venaient complètement démolir, anéantir, raser les taudis. À l'époque, toutefois, seules les villes de Montréal et de Québec, donc les deux plus grandes villes de la province, y ont recours. Et le programme est la cible de critiques virulentes. En fait, les reproches qui sont faits, ce sont de ne rien faire pour amoindrir les problèmes fondamentaux de la pauvreté. Même pire, on reproche d'augmenter certaines difficultés créées par la création de ghettos. On réclame également que les immeubles qui soient construits soient répartis à différents endroits afin de faciliter leur intégration dans les quartiers et que ceux-ci ne soient plus des immenses tours comme a été le cas des habitations Jeanne-Mance, mais plutôt des immeubles à 2 ou 3 étages. Et on prescrit également que soit encouragée la mixité sociale en suggérant que certaines unités soient louées sans subvention à des gens ayant des revenus quelque peu supérieurs pour permettre une mixité au niveau des revenus. En 1971, il y a une nouveauté dans le programme HLM. On y ajoute un volet pour les personnes aînées. Cette nouvelle décision, cette nouvelle orientation-là s'explique par une baisse de demande de financement d'OSBL pour les personnes aînées. Ensuite, dans les années 70, commence la création vraiment de multiples programmes. On va en voir plusieurs. Donc, les programmes se sont échelonnés les uns après les autres et donc, le premier s'appelle le programme Logipop, qui a été créé en 1977, a duré jusqu'en 1984. Il visait l'achat et la rénovation d'immeubles et la transformation en coopérative d'habitation. En 1978, on est venu intégrer un nouveau programme qui s'appelle le programme de supplément au loyer pour les locataires d'OSBL ou de coopératives. Donc, c'est cette fameuse aide financière dont je vous parlais tout à l'heure qui amène la personne à payer un loyer en fonction de son revenu. Et le loyer est toujours recalculé à chaque année et correspond toujours à 25% de son revenu. Ensuite, dans les années 80, donc, il y a 2 programmes fédéraux qui ont pris la relève. De 1979 à 1985, il y a le programme qu'on appelle 56.1, qui correspond à l'article dans la loi. À ce moment-là, dans les projets de logement, on pense à 15% des logements qui sont subventionnés selon l'aide assujettie au contrôle du revenu. C'est essentiellement dans les coopératives d'habitation et dans les OSBL. Ce programme-là ne touche pas les HLM. Dans les HLM, on a toujours conservé la formule du 25% du coût du loyer. Le programme AC185 et c'est un autre programme qui a pris la relève qui s'appelle le programme PHI. À ce moment-là, il y a 25% des ménages qui bénéficient du supplément du programme de supplément au loyer. Donc, il y a une augmentation de 10% des gens bénéficiant d'allocations ou d'aide à payer leur loyer. En 1990, on a créé un règlement sur l'attribution des logements à loyer modique pour réserver les HLM aux ménages les plus faibles. Donc, on est vraiment allé chercher les personnes les plus défavorisées économiquement.
Dans la même année, il y a eu également la création d'une catégorie de HLM pour personnes ayant des besoins d'installations spéciales ou de services en raison de l'état de santé mentale ou physique. Donc, on se retrouve à partir de 1990 avec 3 volets. Volet 1 pour personnes seules et ménages, volet 2 pour personnes âgées et volet 3 pour personnes ayant des besoins particuliers. En 1994, ça a été une grosse année. En fait, le programme de HLM a cessé de se développer. Le bailleur de fonds, qui était le gouvernement fédéral, a cessé d'investir dans le logement social. Et donc, à Montréal, puis pour l'ensemble de la province, il n'y a plus de nouvelles constructions d'HLM depuis 1994. 95-97, un nouveau programme de financement du logement social qui a été mis sur pied, le programme Parcours, Achat Rénovation, qui permettait, ou en fait qui visait l'achat d'immeubles pour les transformer en coopératives ou en OSBL, ou encore l'exécution du milieu. À ce moment-là, on a commencé avec des financements mixtes, donc une partie qui est payée par le fédéral, une partie qui est payée par le milieu, qui est souvent la ville, puis une partie qui est payée par l'hypothèque, donc ce sont les futurs locataires qui payent cette partie-là. 97, on a vu l'arrivée du programme Axélogie, qui est le programme qui est toujours en cours, donc qui est présent depuis 20 ans. Le programme Axélogie, il subventionne donc ce qu'on appelle à la pierre, à la construction, l'achat-rénovation. La société d'habitation subventionne environ 45 %, la ville environ 15 % puis 40 % de l'hypothèque qui est payée par les locataires. Et dans les logements sociaux qui ont été financés avec le programme Axélogie, il y a jusqu'à 50 % des locataires qui bénéficient de programmes de supplément au loyer, donc qui paient 25 % de leurs revenus, peu importe la typologie du logement. Le programme Axélogie donc passe par la rénovation de logements existants, par la transformation de bâtiments non résidentiels en logements ou en chambres, on pense par exemple à des églises, par la construction de logements neufs et les 3 volets dont je vous ai présentés. Pendant les années 2002 à 2010, il y a une coexistence avec le programme Logement abordable Québec, LAC, qui était un financement du fédéral pour les ménages à faible revenu. Par contre, ce programme-là a été beaucoup critiqué parce qu'il n'y avait pas d'aide directe aux locataires, donc il n'y avait pas de subvention. Le PSL n'était pas offert aux locataires, mais dans la sélection des ménages, on s'attendait à ce que on demande à ce que les gens se qualifient pour obtenir une subvention, mais on ne leur offre pas de subvention, ce qui crée vraiment des complications là, dans le recrutement des personnes qui se qualifient pour y habiter. Au niveau des critiques du programme Axélogie, qui est toujours celui en vigueur, il y a de nombreuses critiques là, qui sont adressées. Tous les programmes, de toute façon, ont été critiqués là, au fil des années. Les principales critiques qui sont présentées face au programme Axélogie, c'est par rapport au nombre de logements financés qui ne permettent pas de répondre de manière suffisante aux besoins de la population. Le gouvernement cible depuis les dernières années, pour l'échelle de la province au complet, 3 000 logements. On sait par contre qu'il y a moins de 1 000 logements qui sont livrés pour l'ensemble de la province par année, ce qui est très, très peu. La livraison des logements est difficile, entre autres parce que, en fait, les subventions gouvernementales qui permettent là, de la construction ou l'achat-rénovation n'ont pas été augmentées ni indexées depuis 2009, alors que le coût de la vie, le coût des matériaux ont augmenté. Et le programme crée aussi des coopératives d'habitation qui agissent en demi-HLM. Demi-HLM, donc, dans le programme HLM, je le mentionnais, tous les locataires sont subventionnés, donc paient 25 % de leurs revenus pour se loger. Dans les coopératives, il y a la moitié des gens qui paient 25 % de leurs revenus, l'autre moitié qui paient 95, 100, 105, 110 % du coût du marché. Donc là, on voulait créer de la mixité, mais finalement, ce que les gens décrivent beaucoup, c'est l'impression qu'ils cohabitent avec un HLM. Et dans les coopératives d'habitation, ce qu'on observe également, c'est une façon assez élitiste de recruter les futurs locataires. En fait, il n'y a pas de liste d'attente, il n'y a pas d'inscription de formulaire obligatoire. Les coopératives sont autonomes, indépendantes, elles choisissent bien qui elles veulent héberger. Et dans les coopératives, les locataires ont également le statut de membre. Et les membres se répartissent toutes les tâches, donc ils sont vraiment en autogestion, ce qui amène les coopératives très souvent à rechercher des gens très instruits, des gens qui ont des professions qui seraient en lien, qui pourraient aider la coopérative à fonctionner. On pense notamment à des gens qui sont comptables, à des gens qui sont
soit architectes, soit donc des gens qui sont fortement scolarisés, pas nécessairement des gens qui ont uniquement des besoins de logement. Donc, je le mentionnais, le programme est critiqué sur une base très régulière. Je vous dirais qu'il y a environ une manifestation par mois qui se tient à Montréal pour en fait dénoncer le peu de logements qui sont livrés avec le programme Accès Logis, puis dénoncer également le manque d'indexation puis de bonification du programme depuis les 10 dernières années. La prochaine aura lieu le 7 février. Ce sont vraiment des groupes populaires qui regroupent des locataires, donc des associations de défense de droits qui organisent ces manifestations-là. Donc, je vous le mentionnais, au niveau du partage des responsabilités gouvernementales, en fait, avec la création de la Société d'habitation du Québec, il y a eu une répartition plus claire de la responsabilité de planification de la mise en place des programmes de logement social. Donc, cette responsabilité-là appartient au gouvernement provincial depuis 1967. La responsabilité ou la part du gouvernement fédéral, c'est vraiment d'accorder les prêts et les financements nécessaires au projet. Donc, l'argent vient du fédéral et le provincial développe les projets. Cette division-là de pouvoir ne permet pas à la Ville de Montréal de développer ses propres projets pour loger ses citoyens. Par contre, c'est tout récent, le vent a changé en décembre 2016, donc il y a exactement 2 ans, Montréal a obtenu le statut de métropole, ce qui lui a accordé de nouveaux pouvoirs via l'entente cadre qui s'appelle Réflexe Montréal. En avril 2018, donc, il y a eu l'adoption d'un programme d'aide à la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif. Par contre, donc maintenant, la Ville a le pouvoir de développer du logement social. Par contre, ce pouvoir-là n'est toujours pas mis en application. Ce programme-là exclut vraiment la construction de HLM. Je le mentionnais, depuis 1994, c'est arrêté. Et c'est assez problématique parce que sur l'île de Montréal, il y a environ 22 000 unités d'habitation en HLM et il y a environ 25 000 personnes qui attendent d'avoir une place en HLM. Donc, il y a autant de demandes que de logements existants, ce qui amène les gens là, à attendre facilement 10, 12 années, là, ce qui est excessivement long. Oui, alors j'y vais, je conclus. Donc, bilan critique, ce que j'ai pu démontrer, c'est que les programmes de financement de logement se succèdent en ciblant les populations les plus vulnérables, fragilisées, démunies, ce qui a créé au fil des années une certaine hiérarchisation de la pauvreté. L'accent a été mis également sur le développement de programmes axés sur l'individu qui sont considérés moins coûteux que la construction ou l'exploitation de logements sociaux. Donc, on va vraiment financer l'individu. On finance de plus en plus également l'individu dans le marché privé, ce qui est très, très dénoncé par les groupes populaires. Ce qu'on voit également dans le parc de logement social, c'est que la santé financière, la santé du cadre bâti puis la saine gouvernance ne sont pas toujours au rendez-vous. Il y a plusieurs projets de logement social qui sont en danger, que ce soit les coopératives ou les HLM. Je le mentionnais, les délais d'attente sont excessivement longs également. Et en fait, ce qui est particulier à Montréal, ce qu'on vit actuellement, c'est une explosion des taxes foncières, une explosion des propriétés, l'arrivée d'investisseurs étrangers, la construction massive de condos, la conversion de logements locatifs. Tout ça, ça pousse les prix du logement locatif vers de nouveaux sommets. La gentrification menace les locataires des quartiers centraux, contribue également à la fragilisation du droit au logement. Et la demande de logements sociaux apparaît comme la solution pour loger les classes populaires. Toutefois, ce qu'on voit, c'est que leur nombre est insuffisant et que leur formule s'accompagne d'enjeux importants.